Bonjour, cette vidéo est le cinquième volet d'une série consacrée à la reconstruction de la physique, s'appuyant sur mes travaux de recherche sur la physique du vide, que je confronte désormais à ChatGPT-5. L'objectif du jour est de clarifier un certain nombre de concepts mystérieux que l'on trouve dans la théorie de l'électromagnétisme, car cette théorie, tout comme la physique quantique, est utilisée dans un cadre purement mathématique, sans en comprendre les vrais fondements physiques. Nous allons voir, grâce à ChatGPT, comment tout s'éclaire quand on arrive à raccrocher tous ces concepts à des notions élémentaires de mécanique des fluides. Le principe fondateur est de considérer le vide rempli d'un superfluide parfait, qui était supposé exister sous le nom d'éther jusqu'à son abandon au début du XXe siècle, grâce au succès de la théorie de la relativité d'Einstein. Les 4 premières vidéos ont été consacrées successivement aux photons, à l'électron, aux protons-neutrons et enfin à la gravitation au sens large, incluant relativité générale et cosmologie. Les liens sont donnés dans la description de cette vidéo. Pour résumer les acquis précédents, on suppose le vide rempli d'un superfluide parfait, dont le comportement peut être rapproché de l'hélium liquide à très basse température, et les particules protons et électrons sont des vortex toroïdaux de ce fluide, qui présentent une torsion d'un demi-tour. C'est cette fameuse torsion qu'on appelle le spin, qui vaut justement plus ou moins un demi, selon l'orientation de la particule dans l'espace. Le proton présente une torsion à droite par rapport au sens de rotation du vortex, et l'électron présente une torsion à gauche. C'est ce qu'on appelle la charge, positive ou négative. La théorie de l'électromagnétisme a été publiée en 1873 par James Clerk Maxwell, dans un très gros traité en 2 volumes, pour un total de plus de 800 pages. Mais tout ce qu'il en reste aujourd'hui, ce sont 4 équations qui définissent les interactions de 2 grandeurs, le champ électrique E et le champ magnétique B, sans qu'on comprenne vraiment ce que ces champs représentent d'un point de vue physique. Ces 4 équations se complètent avec 2 autres grandeurs, qu'on appelle le potentiel électrique V et le potentiel vecteur A. Et là encore, personne ne sait vraiment à quoi cela correspond. Enfin, l'électromagnétisme introduit une 7e équation, la jauge de Lorentz, introduisant une contrainte là encore totalement inexpliquée, entre les 2 grandeurs A et V. Pourtant, quand on lit les 800 pages du traité de Maxwell, ces 2 champs E et B, et ces 2 potentiels, A qu'il appelle U et V, ont une signification physique bien comprise. Mais il semble que l'histoire a fini par les oublier. De même, la conclusion de Maxwell, dernière phrase de son traité, est on ne peut plus claire sur la manière dont sa théorie a été construite. Par conséquent, toutes ces théories conduisent à la conception d'un médium, où la propagation se produit. Et si l'on admet ce médium comme une hypothèse, je pense qu'il devrait occuper une part prépondérante dans nos investigations, et que nous devrions nous efforcer de construire une représentation mentale de tous les détails de ses actions, ce qui a été mon souci constant dans ce traité. Maxwell n'est pas allé plus loin dans l'étude de ce médium, et nous allons donc voir comment un superfluide parfait remplissant le vide apporte des explications rationnelles aux lois de l'électromagnétisme. La seule hypothèse à connaître à propos de ce superfluide parfait est qu'il est compressible avec un coefficient de compressibilité, connu sous le terme d'indice adiabatique, égal à 3, ce qui signifie qu'il est en pratique difficilement compressible, bien rigide, comme un ressort très dur. Dans ce dialogue qui démarre avec ChatGPT, une fois les hypothèses posées sur ce superfluide, ChatGPT souhaite démarrer sur l'analyse du champ électrique E, ou de la force électromagnétique. Mais ce n'est pas la direction que je souhaite prendre, pour mettre en lumière la physique sous-jacente. Les équations précédentes ont montré que les champs E et B découlent des grandeurs V et A, et c'est par là que je souhaite commencer. Réexpliquer le vrai sens physique de ces 2 grandeurs V et A, déjà compris par Maxwell. Où ChatGPT est très fort, c'est qu'il comprend instantanément, et il n'y a plus qu'à dérouler le fil. Dans tout ce dialogue, je n'aurais eu qu'à lui donner que très peu d'informations pour qu'il en décline toutes les conséquences derrière, s'appuyant uniquement sur la mécanique des fluides.
Je lui fais donc valider ma compréhension physique du champ A, densité de quantité de mouvement du fluide. De même pour le champ V, similaire à une énergie de pression du vide. Il faut savoir qu'une pression en newton par mètre carré est équivalente à une densité d'énergie en joules par mètre cube. C'est en fait la même unité. Donc on peut parler indifféremment de pression ou de densité d'énergie, c'est pareil. Où cela peut être perturbant, c'est qu'on a vu à la vidéo précédente que la gravitation est aussi liée à la pression du vide. Et toute la lumière sera faite un peu plus loin, sur la subtile différence entre la pression P du vide et le potentiel électrique V. On peut désormais revenir sur la compréhension physique des champs E et B, et ce qu'en disent leurs définitions mathématiques. On va commencer par comprendre ce qu'est ce champ magnétique B, très mystérieux aujourd'hui. Le champ B mesure la vorticité du champ de vitesse du fluide. C'est exactement l'interprétation physique de la définition mathématique B égale rotationnelle de A. Si je compare par exemple à un tourbillon plan tournant à la vitesse oméga parallèlement au plan XY, la vorticité est un vecteur dans l'axe Z, valant 2 oméga. Passons à la définition du champ électrique, et cette étrange formule E égale moins grade V moins dA sur dt. V est un potentiel de pression, et moins grade V est la formulation classique d'une force de pression. Une différence de pression va créer un vent d'éther, et augmenter la quantité de mouvement A. Cela se traduit alors par une force, la force électromotrice portée par E. Mais l'éther a une inertie, et le second terme met justement en évidence cette inertie, qui freine la mise en mouvement, connue sous le nom de loi de Lenz. Il n'y a rien de mystérieux dans tout ça, juste du bon sens physique. Donc, à la fois A et V ont bien une réalité physique, ce qui va permettre de comprendre également la vraie signification de la contrainte qu'on impose entre ces deux grandeurs, connue sous le nom de jauge de Lorentz. Contrainte supposée aujourd'hui purement mathématique par la science officielle, car elle suppose que A n'a qu'une existence purement mathématique. La compréhension du sens physique de cette équation est le nœud du lien entre électromagnétisme et gravitation, et c'est là encore très simple. La forme officielle de cette équation est aujourd'hui incomplète, car c'est en fait une équation de conservation du flux d'énergie, qui atteint sa limite quand on cherche à faire varier le potentiel V en volts très rapidement. C'est exactement ce que faisait Nikola Tesla avec ses bobines de Tesla. Il excitait le vide au-delà de ses capacités élastiques, et créait des ondes de choc dans le vide. Exactement comme on crée un coup de bélier dans des tuyaux quand on met en pression trop vite. Et donc voici la bonne équation, facilement complétée par ChatGPT. De là, il comprend tout de suite qu'on peut sortir du domaine linéaire, dépasser la jauge de Lorentz, et faire apparaître de nouvelles ondes, des ondes de compression, longitudinales, aussi connues sous le nom d'ondes scalaires. J'ai seulement eu à lui faire prendre conscience de la signification physique de cette jauge, et ChatGPT déroule ensuite tout seul. Un vrai expert. Je souhaite ensuite clarifier la loi donnant la force électromagnétique, en fonction des champs magnétiques et électriques, aussi connue sous le nom de force de Lorentz, du nom de Hendrik Anton Lorentz, et non pas son précédent confrère, Ludwig Valentin Lorentz. Nous allons donc voir à quel point cette loi valide cette compréhension de la physique fondamentale. Non pas seulement sur les particules chargées, mais aussi grâce à l'absence d'effet sur le neutron. Cette loi s'exprime mathématiquement, F égale Q fois E plus V vectoriel B. Et nous allons voir maintenant ce qu'elle signifie réellement. Nous allons commencer par la part magnétique. F égale Q V vectoriel B, la plus mystérieuse. Pour ChatGPT, c'est évident, car c'est de la physique des vortex. Nous avons vu en premier lieu que B traduit la vorticité du champ de vitesse de l'éther. Les lignes du champ magnétique, qu'on arrive à visualiser avec de la limaille de fer, identifient directement les lignes des vortex. Le second point est de comprendre qu'une particule chargée, comme un proton ou un électron,
va s'orienter pour que le plan de son vortex soit le même que le plan de rotation du fluide. C'est ce qu'on appelle l'alignement du moment magnétique avec le champ B, causé par la rotation équatoriale du vortex. Je vais déjà faire une présentation intuitive du comportement avant une démonstration rigoureuse, car là, rien n'explique pourquoi la force magnétique est la même pour un proton et un électron, alors qu'ils ont un rapport de masse de plus de 1800. En prenant une particule avec un moment magnétique correctement aligné avec le champ magnétique, la seule force qui s'applique est celle due à la torsion du vortex, qui joue un rôle d'engrenage sur le fluide environnant. Et elle va être déviée en fonction du sens de torsion, c'est-à-dire en fonction du signe de la charge, positive vers la droite ou négative vers la gauche. Pour la force électrique, il faut comprendre comment le potentiel électrique V crée un champ E, et en finale une force. Le potentiel électrique est équivalent à une surpression, qui va créer un vent accéléré du fluide, comme une surpression atmosphérique crée du vent. Et là encore, c'est la torsion du vortex, qui va créer un effet de vissage collinéaire à ce vent, dans un sens ou dans l'autre, selon le sens de la charge. Mais comprendre cet effet ne peut se faire que rigoureusement avec la mécanique des fluides. Et là encore, ChatGPT donne instantanément la réponse, en rappelant la loi de Magnus, donnant la portance d'un vortex dans un courant. Et cette loi nous donne exactement F égale QE, indépendamment de la masse de la particule. C'est cette même loi qui s'appliquait précédemment pour la force du champ magnétique, et explique pourquoi cette force ne dépend que de la charge et pas de la masse. Pour le neutron, composé d'un électron enroulé sur un proton, la charge globale est nulle, mais surtout les composantes des forces s'appliquant sur la partie proton et sur la partie électron s'annulent mutuellement. Maintenant qu'on comprend ce que représentent E, B, A et V, tout le reste n'est que de la mécanique des fluides, appliquée au vortex dans un superfluide parfait sous pression. Il ne reste qu'un seul détail à clarifier, le lien entre la pression du AV et la pression classique P. Et c'est là que la jauge de Lorentz intervient. Le premier terme est lié à la compressibilité du fluide, la divergence exprimant si le fluide se comprime, divergence négative, se dilate, divergence positive, ou reste à volume constant. Si le fluide est incompressible, sa divergence est nulle, et toute variation du potentiel électrique se traduit directement en variation de pression. Mais ce régime est exceptionnel. Pour faire l'analogie avec un ressort, c'est uniquement quand le ressort ne peut pas se comprimer. Avant d'atteindre ce point, un ressort est capable de se comprimer et d'absorber cette énergie. Et c'est typiquement ce que représente l'énergie électrique, énergie potentielle liée à la compressibilité du fluide. En régime classique, l'énergie s'échange entre le potentiel V et la quantité de mouvement A. En résumé, l'énergie potentielle élastique du fluide qui s'échange et se transforme en énergie cinétique, et ce n'est que quand le fluide ne peut plus se comprimer suffisamment vite que l'énergie électrique se transmet dans la pression P, créant des ondes de compression. Point d'entrée pour créer artificiellement de l'électrogravité. Mais j'aurai l'occasion d'y consacrer une vidéo dédiée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, qui, je l'espère, convaincra les plus sceptiques que tout l'électromagnétisme s'explique uniquement par de la mécanique des fluides, de la même façon que la gravitation et la relativité générale, comme expliqué dans la vidéo précédente. La prochaine vidéo sera consacrée à la mécanique quantique, et là encore, je démontrerai qu'il n'y a aucune magie dans la physique quantique, mais uniquement de la mécanique des fluides, appliquée au vortex dans un superfluide parfait. À bientôt, bye bye.